Bonjour. Le 30 septembre 2023, j'avais fait une visioconférence sur un jeu qui s'appelle We Are Coming Ninive. Et ça s'est fait au CHPM, qui est le centre d'histoire de prospective militaire et qui a toutes sortes on va dire, d'activités, notamment des cours d'histoire militaire. Il y a une nouvelle activité qui est venue, qui était en 2023, qui sont un grand nombre plusieurs après-midi, des samedis après-midi dédiés au wargame et au serious game. Donc ici, vous pouviez voir, il y avait pas mal de wargames sur l'Ukraine, sur la diplomatie aussi, sur la bataille de Borodino. Et il y avait eu ce fameux 30 septembre 2023, le Wargame Connection Suisse, qui était l'occasion de réunir le plus possible de monde de Suisse, notamment de Suisse romande, mais aussi d'ailleurs, pour montrer que aussi en Suisse, on fait du wargame. Il n'y a pas qu'en France, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, mais un peu partout. Et on essaye de s'organiser de plus en plus. Et puis, moi, j'ai pas pu être à toutes les éditions, notamment malheureusement le 30 septembre, c'était pas le cas. Et puis, j'avais organisé la bataille du Jutland, c'était le samedi 18 novembre. Donc, j'avais fait à l'occasion du 30 septembre une visioconférence sur la bataille de Ninive, qui est un excellent jeu, We Are Coming Ninive. Malheureusement, je ne pouvais pas être présent. Et là, j'en profite maintenant pour vous diffuser cette conférence qui s'est passée il y a quelques mois en arrière. Et puis, avant d'aller plus loin, simplement pour vous dire que en 2024, il y a un certain nombre d'activités au Wargame, les Wargames qui seront présentées au CHPM. Voilà, puis si vous voulez des informations, il y a en haut l'adresse email. Vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Maintenant, je laisse la place à la conférence du 30 septembre dernier. Et puis, bonne écoute, il y en a pour une demi-heure. Voilà, au revoir, merci. Bonjour tout le monde. Voilà, ça fait plaisir d'être avec vous, certes en différé, c'est même pas en live. Je vous dis tout de suite que je regrette d'être pas parmi vous, mais malheureusement c'est impossible et j'ai dû prendre une décision qui de toute façon, que je prenais l'autre ou celle-ci ou peu importe, ça fait de la casse. Et puis le mieux que je peux faire, c'est au moins d'être présent à travers cette vidéo, puis de vous présenter un jeu qui est vraiment extrêmement intéressant, et puis tourner là autour. Et puis en tout cas, c'est vrai que c'est une super journée que vous passez, dans le sens qu'elle est un peu historique. Hein. C'est vraiment les débuts du wargame en Suisse, où on essaye vraiment de faire quelque chose à plusieurs, et pas chacun dans son coin. Il y a une vraie volonté, et puis ça, je tiens à remercier énormément Nicolas Panser, qui a énormément on va dire, de ressources, et puis aussi, bien sûr, sous la houlette d'Alexandre Vautravers. Puis c'est bien, je pense qu'on va faire plein d'émules, et puis il faut qu'on continue. C'est une bonne chose. Voilà, moi je reste avec vous, je serai là la fois prochaine, le 7 octobre, et puis je crois, sauf erreur, au mois de novembre, c'est moi qui présenterai au CHPM lors d'une autre édition sur les Wargames. Ça sera une édition spéciale Première Guerre mondiale, puis probablement on fera un jeu sur la bataille du Jutland. Voilà, maintenant je reviens à vous. Bon, on va parler du reste, hein. On va parler maintenant de l'historique de cette bataille. Je ne suis pas un spécialiste, certainement peut-être Alexandre Vautravers ajoutera quelques commentaires, en tout cas c'est bienvenu. Alors, ça c'est la couverture du jeu, je crois que je ne l'avais pas beaucoup montré tout à l'heure, c'est ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, les forces irakiennes à l'époque, en 2014, se sont fait botter les fesses joyeusement par l'État islamique. Et l'État islamique, vous pouvez voir maintenant sur cette carte, toutes les zones en noir, c'est vraiment des zones conquises par l'État islamique, et les zones qui sont, on va dire, dans une autre couleur, c'est les zones d'attaque de l'État islamique. L'État islamique est à peu près partout, hein, faut le dire. Puis Mossoul, c'est ici, hein, si vous ne savez pas où c'est là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé ensuite, l'armée irakienne, l'armée on va dire régulière irakienne, de reconquérir toutes ces régions, et puis de prendre toutes ces villes, et notamment la ville de Mossoul, qui est sous le joug de l'État islamique. Une des raisons, c'est que l'État islamique fait un bazar épouvantable dans la population, et puis voilà, c'est des terroristes. Donc, une grande partie aussi de l'armée irakienne, évidemment, ont été entraînés aussi, ont été aidés par les Occidentaux. Et la reprise a commencé en 2016, en plusieurs phases, et s'est terminée en 2017, au mois de juillet 2017.
le 9 juillet 2017, la ville a été considérée comme reconquise. Donc maintenant, je vais un peu vous montrer d'autres diapos. Vous voyez, en 2017, on est en mai, hein, on est encore pas tout à fait au mois de juillet, mais l'État islamique a été considérablement affaibli, mais néanmoins, les attaques, tous ces trucs qui sont en rouge, demeurent. Donc, ça reste quand même un gros problème. Puis là, encore une autre slide. En 2019, l'État islamique continue encore à emmerder tout le monde, mais on ne peut plus dire qu'ils occupent véritablement le terrain. Donc, les choses se sont très, très bien déroulées. Voilà. Alors après, pour donner un peu un ordre de grandeur, Mossoul, c'est une énorme ville. Hein. Il faut compter environ 500 000 habitants. C'est une grosse ville. Il y a un centre historique qui est vieux de 1300 ans, avec des tout petites rues, des machins, des choses comme ça. Les forces de l'État islamique à Mossoul, c'est pas énorme, c'est que 10 000 gaillards. Mais ces 10 000 gaillards, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas occuper toute la ville, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent là où c'est le plus difficile, où c'est facile à défendre. C'est dans le cœur historique, c'est-à-dire c'est des petites rues, c'est des tout petites, c'est escarpé, il y a plein de souterrains, il y a plein de trucs. Donc, le problème de toute cette bataille de Mossoul, de la reprise de la bataille de Mossoul a été un désastre aussi pour la population. Il y a eu plus de 10 000 civils innocents qui sont morts là-dedans. Et puis, une grande partie des infrastructures ont été bousillées. En fait, la ville a vraiment reçu des coups. L'État islamique, ils sont que 10 000, mais ils ont très, 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 très bien défendu, se sont très bien préparés. Pour donner quelques ordres de grandeur, hein, comme ça, ils se sont battus quasiment jusqu'au dernier. Hein. Il y a 85% de pertes, hein, sur les 10 000, un peu plus de 10 000. Ils ont beaucoup utilisé les snipers, ils ont pas mal utilisé les rockets qui finalement dissuadaient les forces irakiennes d'utiliser des blindés ou des véhicules. Au bout d'un moment, ça devient un peu craignos. Et puis, bien évidemment, ils ont aussi beaucoup utilisé l'État islamique, des caches d'armes, des souterrains, la population comme bouclier, plein de trucs. Et puis aussi des drones, hein, des petits drones qu'on peut quasiment trouver dans le commerce, puis qui lancent des bombes. Mais tout ça, c'est du stress que vous ajoutez énormément aux assaillants. Donc, ça a été très, 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 très âpre. Donc voilà, le jeu montre bien ça. Puis évidemment, une tonne d'attaques suicides, hein, environ... plus de 280 attaques suicides par véhicule, plus d'une centaine par soldat aussi. Donc voilà, tous les jours il se passe un truc, quoi. Donc c'est vraiment assez épouvantable. Du côté des forces irakiennes, donc comme je l'ai dit, ils ont été aidés par les Occidentaux. Les Occidentaux ont fait aussi beaucoup de sorties aériennes. Je crois qu'on compte à peu près 70 000 soldats. Alors évidemment, c'est un patchwork, hein. Il y a des troupes d'élite contre-insurrectionnelles qui ont été engagées. Ils ont été très très bien entraînés, et puis effectivement dans le jeu c'est des super unités, sauf qu'elles se font vraiment massacrer, et puis c'est ce qui s'est passé en réalité. Plus de 40% ils ont perdu 40% de leur effectif, hein. C'est des unités spéciales, vraiment des cracks, quoi. Après, ils ont été accompagnés, bien évidemment, par une armée plus régulière, avec des brigades mécanisées, ce genre de choses, bien évidemment, qui leur permet de donner une grande force de frappe, mais ils sont interdits de rentrer dans la vieille ville, hein, cette vieille ville très escarpée, avec des tout petites rues, vieille de plus de 1300 ans. Les blindés ne rentrent pas là-dedans, hein, les véhicules non plus. Donc voilà, et effectivement aussi beaucoup de police fédérale qui ont été lourdement, on va dire, armées pour faire le boulot. Et puis encore aussi la population, les forces populaires se sont joints aussi aux forces irakiennes pour botter les fesses de l'État islamique. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi je n'ai pas vraiment réussi à avoir des bons chiffres en termes de pertes, mais c'est plusieurs milliers d'hommes qui ont trouvé la mort parmi les Irakiens. Je pense qu'il faut compter entre 4 et 10 000 ou 12 000 personnes, donc c'est énorme. Est-ce une victoire à la Pyrrhus? Je ne sais pas, je vous laisserai presque je vous laisserai y réfléchir, mais en tout cas, c'était le prix à payer, quoi. Ils étaient 7 fois plus nombreux et c'était le minimum qu'il fallait faire pour y arriver. Voilà, maintenant on va aller un peu plus loin, on va parler du jeu lui-même, tout simplement, vous allez voir, c'est intéressant.
We Are Coming in Envy est un très très bon jeu dans le sens que je trouve qu'au niveau du matériel, c'est extrêmement soigné. Vous avez une carte qui est très claire, qui est délimitée avec des zones. Et puis, vous avez des pistes dont je vous en parlerai un peu plus tard. Le jeu se joue avec des petits cubes. Pourquoi? Parce que les petits cubes permettent justement les petits cubes, ça permet par exemple de montrer que vous avez des forces, mais ça cache véritablement leur identité et elles sont révélées seulement en cas de, on va dire, durant les combats ou seulement aussi si vous avez fait de la reconnaissance, que ce soit avec des drones ou avec des cartes spéciales ou des événements. Et puis ici, ce qui est très très chouette, c'est que sur ces côtés-là, vous avez un jeu de cartes au fait. Donc c'est un jeu qui est assez hybride. C'est un jeu à la fois simple, qui utilise un beau plateau avec des zones, j'en reviendrai plus tard, et aussi avec des cartes. Et c'est la grande originalité de ce jeu. Donc c'est très soigné, c'est du pro, hein, ça faut le savoir. Alors on va un petit peu parler maintenant, pas seulement du matos, mais aussi on va parler des mécanismes. Donc dans les mécanismes, comme je vous ai dit, vous avez des cubes. Donc vous voyez, ici, vous avez les vieux quartiers de Mossoul. Typiquement, c'est les très vieux quartiers. Donc les jeux à zone qui délimitent des quartiers ici, les jeux à zone ont une particularité, c'est qu'on peut faire par exemple des petites zones dans des quartiers, par exemple, qui représentent une grande densité de maisons, c'est-à-dire que vous allez bouger lentement, et puis vous avez par exemple des zones qui sont comme celle-ci, qui sont du terrain presque découvert, ça pourrait être un cimetière, ça pourrait être des usines, ça pourrait être des trucs comme ça, c'est-à-dire où il y a, certes c'est urbanisé, mais pas de manière forcément très dense, et ces zones vont être plus grandes, ça veut dire que lorsque vous vous déplacez, évidemment, vous pouvez courir une plus longue distance. Voilà, c'est assez naturel. Puis évidemment, l'empilement des pièces va varier. Dans des zones, par exemple, ultra urbanisées, vous ne pouvez pas mettre beaucoup de pièces. Vous pouvez en mettre que 2. Puis dans les zones très peu urbanisées, évidemment, il y a de la place, vous pouvez mettre plus de pièces. Les unités sont représentées à travers des petits cubes, mais je pense que ça sera Nicolas Panser qui vous montrera ça un peu plus en détail parce que, sauf erreur, il a le matos avec lui. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup avec l'idée des cubes, c'est pas que simplement ça fait joujou, c'est que tout simplement, vous voyez vos unités, vous savez ce que vous avez, mais l'autre côté, votre adversaire ne voit pas exactement ce que vous avez comme force. Donc ça fait du faut voir qui est vraiment intéressant. Et ça, c'est bien fait. Le jeu se joue de manière tout à fait ordinaire, avec un tour de jeu. Donc d'abord, c'est les forces irakiennes qui jouent, puis ensuite l'État islamique, et puis on joue plusieurs tours de jeu comme ça, avec des phases qui sont régulières. Le jeu tient compte aussi des différences entre les protagonistes. C'est un jeu qui fait la part belle aussi aux asymétries. Il y a quelque chose bon, évidemment, on parle de brouillard de guerre, qui est typiquement les pièces qu'on ne voit pas, on sait qu'elles existent, elles sont là, mais on ne connaît pas leur identité. Une partie des pièces, d'ailleurs, de l'État islamique sont des dummies, c'est-à-dire des fakes. Voilà, c'est pour vous tromper. Et puis, je vous ai parlé des zones urbaines, il y en a plusieurs types. Il y a les vieilles zones urbaines, il y a les zones urbaines normales. Puis vous avez les zones qui sont relativement du terrain découvert. Vous avez aussi des axes routiers. Les axes routiers permettent aux unités mécanisées d'aller beaucoup plus vite et de prendre très très rapidement, on va dire, de pouvoir aller à peu près partout dans la ville. Mais par contre, évidemment, dès que ça dépasse les axes routiers, ça devient difficile pour ces unités-là. Le ravitaillement est aussi mis en jeu. C'est-à-dire si vos unités ne sont pas ravitaillées, c'est un petit peu, ça pose problème dans les attaques sauf erreur. Et puis notamment pour le cas du joueur qui joue l'État islamique, il perd des steps. C'est une des grandes, on va dire, originalités des jeux à cubes, c'est que les cubes ont 4 côtés. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, je vais vous en montrer, comme ça directement à l'écran. Hop là, pas que ça tombe et que ça fasse du bruit. Attendez une seconde. Vous voyez, c'est de la bricole. C'est comme si j'étais là. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est une unité, par exemple. Je ne sais pas si on arrive à la... Ouais, voilà, je n'ai pas l'habitude. C'est une unité, par exemple, ici, qui représente des troupes de l'État islamique. Et il y a des chiffres 4+, et lorsqu'elle perd des steps, elle fait des dégâts si vous jetez un dé à 6 faces en faisant 4 ou plus. Et lorsqu'elle perd des steps, c'est-à-dire lorsqu'elle est affaiblie, en tout cas...
voilà, et ben, elle change de face et les chiffres changent. Son potentiel va changer. Et ici, ben, elle sera encore plus affaiblie. Non, c'est dans l'autre sens. Et au bout d'un moment, elle n'a que 3 steps, cette unité. Puis lorsqu'elle a reçu 3 steps des dégâts, et ben, elle est éliminée, tout bêtement. Voilà. Donc, c'est très pratique, je trouve, l'état des cubes, parce qu'on peut vraiment montrer un incrément ou un décrément des capacités offensives et défensives des unités d'une manière très élégante, très simple, de faire du forward avec des règles extrêmement simples. Ce que j'apprécie le plus dans ce jeu, c'est la chose suivante. Ce jeu a un mécanisme génial, c'est que il y a au niveau des conditions de victoire. Les conditions de victoire dans ce jeu, c'est peut-être une des choses les plus intéressantes, c'est qu'il y a 3 pistes. Vous avez la piste du temps, c'est-à-dire le temps que vous allez prendre pour prendre la ville. Vous avez la piste des pertes, et puis vous avez la piste des dégâts collatéraux. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est ça, ces fameuses pistes. Et vous en avez 3. Donc évidemment, les joueurs doivent décider voilà, ils doivent se faire une idée en début de partie, là où ils seront les meilleurs. Est-ce que je vais faire beaucoup de dégâts à mon adversaire? Au contraire, est-ce que je vais le faire traîner le plus possible? Ou au contraire, je vais prendre la ville très rapidement, ce genre de choses. Dès le début de la partie, les joueurs décident secrètement quelque part leur stratégie. Ça, c'est chouette. Et c'est un jeu qui met en avant beaucoup les dégâts collatéraux, qui sont représentés d'une manière, on va dire, relativement abstraite, mais quand même assez claire. C'est des dégâts collatéraux, je me rappelle plus, je crois que ça va être le bleu, et ben, c'est les dégâts que vous faites à la population. Et ben, dans ce jeu, il y a encore une autre chose qui est intéressante. Vous avez certes des forces au départ, mais vous allez avoir chacun 30 points. Et vous allez décider de la stratégie. Alors moi, la première partie que j'avais fait, comme je connaissais pas très bien le jeu, je dis que je vais le faire bourrin. Donc je vais prendre, non seulement j'ai mes troupes de base, mais je vais surtout prendre d'autres troupes supplémentaires. Je vais prendre de l'aviation, je vais prendre du soutien d'artillerie, etc. Alors c'était très efficace, hein, vraiment. Je pilonnais, je détruisais tout ce que je voulais. Je jouais du côté des Irakiens, des Irakiens pour libérer Mossoul. Et ce qui s'est arrivé, c'est que les dégâts collatéraux étaient monstrueux. Donc j'ai perdu à cause de ça. C'est-à-dire j'ai pu raser la ville, super, sauf que j'ai tué tout le monde aussi, donc c'était pas génial. Ça veut dire que c'est un scandale au niveau international. Donc, c'est assez difficile au fait de gagner quand on est l'Irakien et de gagner assez proprement. Donc, il y a d'autres stratégies qu'on doit prendre au départ. C'est par exemple de dire, ok, je vais peut-être mieux entraîner mes troupes, pas qu'ils tirent n'importe où ou dans le tas. Non, mais c'est ça. Donc, vous avez des stratégies au départ que vous devez choisir, que ça soit du côté de l'État islamique, comme du côté aussi des forces irakiennes. Et ça, c'est véritablement extrêmement fin. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé remarquable dans ce jeu. C'est les cartes, on va dire, vos choix tactiques et stratégiques. Par exemple, typiquement pour l'État islamique, il a des choix stratégiques qui peuvent être très intéressants. Par exemple, de faire amener des voitures, des petits véhicules armés, d'armes lourdes ou de mitrailleuses lourdes. Vous pouvez aussi utiliser davantage la population comme bouclier. Vous pouvez aussi utiliser de manière extensive les snipers, etc., etc. Vous pouvez mettre encore plus de IED, donc vous avez des petites fabriques à IED. Tous ces trucs-là, c'est vous qui décidez la manière comment vous faites. En fait, vous avez des troupes de départ, puis ensuite vous allez compléter comme vous le pensez, comme vous décidez le reste de vos troupes et de votre stratégie. Donc c'est un jeu qui a une jouabilité qui est exceptionnelle, qui est vraiment très très forte. Donc voilà, donc vous voyez, ces fameuses cartes, elles sont là, elles sont posées ici. C'est un mélange entre les troupes de base, et de toute façon des cartes de base que vous allez compléter avec d'autres cartes. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et maintenant, quand je rejoue les forces irakiennes, je remets par exemple qui savent mieux se battre dans le sens plus respectueux, de ne pas tirer n'importe où, ce genre de choses. Ils sont mieux formés
peut-être j'ai moins de troupes, mais en étant mieux formé, j'ai remarqué que dans certains cas, c'est mieux. Il y a encore une dernière chose qui est très intéressante, c'est que celui qui ne fait rien ne casse rien. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'incertitude. Et cette incertitude, cette friction, je dirais même, donc il y a des concepts un peu clausewitziens, ces frictions sont mis en avant lorsque vous faites des combats, puis que vous faites des jets extrêmes, soit des 1, soit des 6, parce que c'est tout avec des jets à 6 faces, des dés à 6 faces, vous allez utiliser dans ce cas-là des cartes justement d'événements. Et les cartes d'événements ont des influences justement sur le déroulement des combats et aussi sur le déroulement de la bataille au sens large. C'est des cartes comme ça. Là, par exemple, si j'ai fait un 1 au dé, je retourne cette carte. C'est un exemple. Par exemple, si vous êtes les forces irakiennes, vous entraînez très 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 bien vos troupes et vous faites beaucoup de combats, les cartes par exemple d'événements qui disent augmenter les dégâts collatéraux de 1 parce que vous avez tiré comme des porcs sur la population ou en confondant que cette maison-là est plein d'ennemis qu'en réalité il y a une pauvre famille, ça permet par exemple de réduire ce genre de truc. C'est très très intéressant. Voilà, donc ce jeu a plein d'enseignements. On va un petit peu en parler. Alors, justement, concernant maintenant le design, c'est-à-dire que ce jeu n'a pas été simplement fait par des joyeux passionnés, bien sûr, il faut l'être, mais ça a été fait par 2 étudiants, en réalité, de l'université de McGill, qui est Juliette Lemenahez et Harrison Brewer, et qui sont des étudiants sur les relations internationales, ce genre de choses. Et puis, ils avaient un cours sur la simulation des conflits, puis ils ont fait ce jeu. Ils ont fait ce jeu-là. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail extrêmement profond. Et ce jeu, là où je trouve remarquable, c'est que, OK, vous avez des règles qui ne sont pas très compliquées, mais vous avez un cahier complet où il y a toutes les design notes, c'est-à-dire comment ils ont créé le jeu, avec quelles idées. Non seulement vous avez au départ, évidemment, des notes historiques, et puis assez fournies, donc on peut apprendre plein de trucs, et puis ensuite, vous avez les notes de design. Et c'est là qu'on voit comment ils ont fait le jeu, quels sont les partis pris qu'ils ont pris, comment ils l'ont construit. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que ce que je trouve formidable, c'est que c'est rare dans ce milieu-là qu'une jeune femme se mette à construire un wargame. Et ça, c'est une belle nouvelle aussi. Et il n'y a pas besoin d'avoir les cheveux bleus et puis être woke pour ça. Donc, on peut être ordinaire, normal, et puis finalement toucher tout le monde. Moi, je trouve ça bingo. Ensuite, ce qui est très important, c'est que ce jeu a été testé, sous la houlette de Brian Train. Et Brian Train, c'est qui? C'est un gars qui est extrêmement connu dans le monde du wargame, tout particulièrement pour des designs qui sont, on va dire, assez innovants. Il a fait pas mal de jeux. Il est connu, puis je pense que c'est très bien que ces 2 étudiants ont été sous la houlette de Brian Train. Ce jeu a été aussi testé par le Defense Science and Technology Laboratory du ministère de la Défense britannique, c'est pas rien. J'aimerais bien qu'on en fasse autant. Ce serait génial parce que je pense que le wargame est sérieux, c'est quelque chose de sérieux, parce que ça permet, selon eux, de mieux appréhender, de mieux comprendre les combats. Ça permet aussi, dans certains cas, peut-être de sauver des vies. C'est ce qu'ils disent, clairement. Bon, c'est des gens passionnés par le wargame et puis souvent d'anciens militaires aussi qui le disent. Je pense qu'ils ont parfaitement raison. Et ça permet surtout lorsqu'on crée un jeu, lorsqu'on fait un design, de se poser les bonnes questions, de se dire, OK, c'est compliqué, le combat en localité, surtout dans des villes comme Mossoul. Comment je fais? Quelles sont les règles dont j'ai véritablement besoin pour mettre en œuvre quelque chose de complexe sans trop me casser la tête, pour que ça soit fonctionnel. Et quand quelque chose est fonctionnel, il est jouable. Vous voyez? Donc, je pense que c'est très important. Le fait que quelque chose soit jouable, ça veut dire que quelque chose est fonctionnel. C'est-à-dire on peut avoir une vision, on peut développer quelque chose, on peut avoir une vraie réflexion. Là, je suis tout à fait dans le sens de Pierre Cazot qui disait le wargame, c'est un bac à sable. Je veux dire, c'est un espace de réflexion. Et là-dessus, je suis 100% d'accord avec lui. Donc voilà, ce jeu, finalement, pour moi, est un succès de design sur quelque chose quand même d'assez compliqué, qui sont les combats modernes, dans
dans des environnements, on va dire, dans des environnements urbains, et c'est très bien représenté par les jeux en utilisant des zones dont les dimensions dépendent, on va dire, du type de quartier et de la densité de quartier, d'utiliser des petits cubes pour du fog of war, c'est excellent. Pour représenter la friction, d'utiliser des cartes événements lorsqu'on fait beaucoup de trucs. Évidemment, plus on fait de choses. Si vous ne lavez jamais la vaisselle, évidemment, vous ne cassez rien. Si vous passez votre vie à faire de la planche, c'est clair, vous aurez cassé beaucoup d'assiettes. Donc, c'est normal. Et tout ça est pris en compte et c'est très harmonieux et puis avec un matos absolument superbe. On va passer un peu plus loin. Alors, le design. Voilà, Notes Publishing, je parle un tout petit peu de l'éditeur, je trouve que c'est important. C'est un éditeur français qui est fait par des pros. Qu'est-ce que je vais dire par là? Fitna, par exemple, que vous voyez ici, est un jeu qui a été fait par un historien qui connaît assez bien le Moyen-Orient, qui est Pierre Khazou, qui a écrit aussi un gros bouquin sur la guerre en Irak. Et ce jeu, je sais qu'il y a des gens assez haut placés dans les écoles de guerre qui l'ont essayé, qui ont trouvé que c'était excellent. Vous avez Urban Operation, qui a été fait en 2017 par Sébastien Depeyret, qui est un colonel, et puis qui entraîne des gens au Senzub. Il a créé un wargame pour ça. Et là, c'est la version commerciale. Il y aura bientôt une seconde édition. On en parlera un tout petit peu plus tard. Coops, de nouveau Coops, c'est un jeu fait par des militaires français. Et dans le but de la formation des militaires français. Donc, il y a maintenant un esprit de plus en plus professionnel dans ces jeux, faits par des professionnels, des gens qui connaissent ce qu'ils font. Et le but qu'un jeu soit jouable, c'est pas simplement dire que c'est bon pour s'amuser, mais c'est surtout que c'est fonctionnel. Ça, c'est très important. Ensuite, j'aimerais vous parler d'autres jeux qui se passent aussi dans des environnements urbains, parce que We Are Coming Ninive, ça se passe dans un environnement urbain. On va aller avec l'histoire. Donc, le siège de Jérusalem, fameux jeu de Avalon Hill, qui est un éditeur disparu, un des meilleurs, peut-être le meilleur, était fait, sa 3e édition en 1989, et puis c'est le réalisme. Ce jeu est vraiment mis en exergue le réalisme. Vous avez ici, donc c'est un jeu qui est très long, vous devez amener, alors à ce moment-là, les engins de siège, monter les légions, disposer, etc. Puis évidemment, les Juifs doivent se préparer aussi une défense et chaque mur doit être protégé. Bon, bref, éviter les brèches. Et puis, c'est des jeux très très longs. Ça se joue pas en une après-midi. Vous avez aussi un peu plus tôt, qui a été un autre jeu fait par SPI, encore un grand éditeur disparu, extraordinairement immersif, et ça se joue sur une carte. C'est magnifique. Là, c'est Art of Siege, c'est plusieurs sièges. C'est une grosse boîte, hein, c'est un jeu énorme. Et vous voyez, ça se joue sur une carte et on met des pions comme ça qui représentent les couloirs, les tranchées, et pour essayer, au bout d'un moment, de prendre point par point ces forteresses à la Vauban. Je trouve ça absolument magnifique. Hein. C'est un jeu de toute beauté. Je l'ai chez moi, c'est collector. C'est évident. Alors, un autre jeu, Fire and Stone, qui a été fait en 2022. J'ai fait plusieurs parties de ça. Donc, vous voyez, c'est encore un siège à la Vauban. Donc, vous voyez, c'est la fameuse l'essai infructueux, et heureusement, des Ottomans en 1683. Là, ils ont fait le siège à Vienne. Bon, de toute façon, c'était mal barré. Puis à la fin, ils se sont fait botter les fesses par les Polonais. Merci, les Polonais. Donc, là, on voit justement qu'on a des fortifications qui sont structurées, c'est ces petits triangles, et là, ces petits pions, ce sont des canons, et puis les petites barres qui sont ici, ça représente au fait des tranchées. Ça, c'est un jeu c'est un jeu très très simple qui se joue en 2 heures de temps. J'ai fait plusieurs parties, c'est extrêmement intéressant. Voilà un jeu qui est excellent, simplement pour, je dirais, c'est très narratif. On voit bien ce qui se passe, on ressent les trucs, et c'est un jeu pour initier un débutant sans problème, les yeux fermés. Vous avez maintenant un autre jeu, encore sur du combat urbain, mais avec une vision assez globale, d'Avalon Hill 1989, un autre excellent jeu que j'ai joué à l'époque, Turning Point Stalingrad. Bon, il faut 2-3 après-midi, hein. C'est long, c'est âpre, mais de nouveau, on utilise les zones, vous voyez, parce que ça correspond bien au combat urbain. Et à l'époque, les zones, c'était détesté. Hein. Quand les jeux comme ça sortaient, personne ne les achetait. Puis après, c'est venu, pas dire la mode, mais c'est venu, c'est bien. Normalement, c'est des jeux par hexagone. Typiquement, Festung Budapest, la prise de Budapest,
Là, on est vraiment, chaque hexagone, c'est une quarantaine de mètres. Chaque pion, ça représente un squad, 10-12 hommes, un pion, un véhicule, 200 pages de règles. Je dis que c'est du chrome. Là, on est vraiment dans un truc ultra précis. Il faut être à moitié dingue pour faire ça. Je fais un peu ça. Bon. Ensuite, il y avait un vieux jeu qui s'appelle, encore édité par SPI, fait pour du combat moderne en localité, où là, vraiment, chaque hexagone représente pas, on va dire, 40 ou 50 mètres, mais représente qu'une dizaine de mètres. C'est City Fight. Au début, il a été fait pour l'armée, et puis je ne sais pas pourquoi, ça a été ensuite publié chez SPI. C'est une grosse boîte avec beaucoup de pions, des règles très épaisses, faites par un designer que j'aime beaucoup, qui est Joseph Balkowski, qui est un des meilleurs. Donc vraiment, ça, j'ai jamais essayé le jeu, mais c'est un monstre. Ensuite, un peu moins monstre, c'est Urban Opération. Je pense que c'est un des jeux les mieux aboutis, été fait en 2017 par le colonel Sébastien de Perret. Et de nouveau, on utilise les fameux petits blocs, les fameux petits cubes, parce que les cubes, c'est bien. C'est-à-dire, on ne voit pas forcément... voilà, c'est un bel exemple. On ne voit pas ici, c'est quoi ces troupes, c'est qui ces mecs-là, est-ce que c'est des véhicules, des choses, on n'en sait rien du tout. Il faut faire de la reconnaissance. Il y a aussi beaucoup la gestion de la fumée qui est prise en compte. C'est-à-dire, quand vous tirez comme un dingue, évidemment, vous générez beaucoup de poussière. Votre ligne de vision va être obstruée. Il y a des trucs comme ça, selon mes souvenirs, j'ai joué. À l'époque, ça joue aussi avec des cartes, ça joue... Voilà, mais c'est un jeu d'une relative complexité. Une seconde édition va sortir bientôt, je me réjouis. Voilà, et puis, c'est fini. Donc, ça m'a fait grand plaisir de partager tout ça avec vous. Puis, j'espère, on se retrouvera le 7 octobre. Je serai là. Et puis, aussi au mois de novembre. Et sauf erreur, je crois que c'est le 18 novembre où j'organise... c'est moi qui organise, je crois, la bataille de Jutland. Voilà, je vous souhaite un tout de bon. Et puis à bientôt. Et en tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Au revoir.